Up and down the Mississippi River Basin, below average rainfall has constricted one of the country's major economic thoroughfares, which could affect consumers across the country. Water in parts of the Mississippi River is sinking to record low levels because of a month-long drought in the Midwest. Also top of mind for many voters, the Mississippi River is at historically low levels, which could impact the food supply and our wallets. Le fleuve Mississippi est l'un des plus grands systèmes fluviaux du monde en termes de taille, de diversité des habitats et de productivité biologique. C'est également l'une des voies navigables commerciales les plus importantes au monde et l'une des plus importantes voies de migration des oiseaux et des poissons en Amérique du Nord. Les Amérindiens vivaient le long de ces rives et en dépendaient pour se nourrir et se déplacer. Les premiers explorateurs européens ont utilisé le Mississippi pour explorer l'intérieur et le nord de ce qui allait devenir les États-Unis. Les commerçants de fourrure ont fait leur commerce sur le fleuve et les soldats de plusieurs nations ont stationné des troupes à des points stratégiques le long du fleuve à différentes époques où la région était encore une frontière. Aujourd'hui, le fleuve Mississippi est le moteur d'une partie importante de l'économie du Midwest supérieur. Chaque année, les péniches et leurs remorques transportent environ 175 millions de tonnes de marchandises sur le cours supérieur du Mississippi grâce à un système de 29 écluses et barrages. Cependant, le Mississippi n'est pas un fleuve sain à l'heure actuelle, ce qui inquiète les scientifiques de l'environnement. Les graves effets multiples de la mort du fleuve sur l'ensemble du pays sont particulièrement préoccupants. Quel est donc le problème du Mississippi et pourquoi les experts s'en inquiètent-ils autant? Ne manquez pas de rester jusqu'à la fin pour obtenir toutes les réponses. Le Mississippi est le deuxième plus long fleuve d'Amérique du Nord. Il s'écoule sur 2350 miles depuis sa source, le lac Itasca, jusqu'au golfe du Mexique en passant par le cœur du continent. Le fleuve Missouri, un affluent du Mississippi, est plus long d'environ 100 miles. Si l'on ajoute les longueurs du fleuve Missouri et Ohio au cours principal du Mississippi, on peut dire que le Mississippi est le troisième plus long réseau fluvial du monde. Par rapport aux autres fleuves du monde, la combinaison Mississippi-Missouri est la quatrième plus longue, 3710 miles, après le Nil, 4160 miles, l'Amazone, 4000 miles, et le Yangtze, 3964 miles. L'eau provient de 31 États américains et le bassin versant du Mississippi ouvre plus de 40% de la superficie continentale des États-Unis. Le fleuve Mississippi atteint son point le plus large près de Bena, dans le Minnesota, où il rejoint le lac Winnipegoshich. Le lac Winnipegoshich sur le Mississippi mesure plus de 11 miles de large à son point le plus large. Large d'environ 3 km, le lac Pépin est le canal de navigation le plus large du fleuve. En raison de la longueur du fleuve Mississippi, il faut environ 3 mois à l'eau qui se coule de son cours supérieur, le lac Itasca, pour atteindre le golfe du Mexique. Et le fleuve Mississippi déverse plus de 4 millions de gallons d'eau dans le golfe du Mexique chaque seconde. Mais le fleuve s'écoule à des vitesses différentes sur sa longueur en raison des méandres naturels et des modifications apportées par l'homme. Malheureusement, les écologistes ont des raisons de s'inquiéter de l'état du fleuve Mississippi. Le Mississippi est à son niveau le plus bas depuis au moins une décennie, ce qui rend difficile le maintien d'un niveau d'eau suffisamment élevé pour transporter les exportations clés du croissant fertile de la nation. La sécheresse a persisté et s'est aggravée dans une grande partie du bassin du Mississippi. Bien que des tempêtes records aient provoqué des inondations catastrophiques dans certaines parties du bassin, cet été, les derniers mois dans le centre du pays ont été parmi les plus secs jamais enregistrés, à une période de l'année où le niveau des rivières est souvent au plus bas. Malheureusement, les prévisions à long terme indiquent que le temps extrêmement sec va se poursuivre. Les jauges du fleuve dans plusieurs régions ont signalé des niveaux négatifs du fleuve Mississippi, une mesure de la hauteur de l'eau utilisée pour évaluer les conditions d'inondation. Cela montre à quel point les eaux sont descendues en dessous des niveaux habituels. L'assèchement du fleuve Mississippi entraîne une série de problèmes pour les États-Unis. Le léger filet d'eau qui atteint l'embouchure du Mississippi dans la paroisse de Plaquemine, en Louisiane, par exemple, permet à l'eau salée du golfe du Mexique de remonter le fleuve, menaçant de contaminer l'eau potable puisée dans le fleuve et nécessite une intervention d'urgence de l'Army Corps of Engineers. Lorsque des habitants souffrant de troubles de la santé préexistants, comme l'hypertension artérielle, consomment cette eau à forte teneur en sel, cela entraîne des problèmes de santé. Il y a aussi un problème de pollution. Les terres agricoles entourant le fleuve Mississippi sont plus productives que jamais, fournissant au monde de la nourriture et de la viande à bas prix. Cependant, l'azote et le phosphore sont abondants dans les engrais agricoles et le fumier, et lorsqu'ils sont déversés dans les cours d'eau, ils peuvent contaminer l'eau potable et favoriser le développement des algues, étouffant ainsi la vie marine.
Les fortes pluies et les inondations de ce printemps ont aggravé le problème. Au départ, le fleuve Mississippi est un cours d'eau pur, exempt de toxines, qui s'écoule d'un lac dans une région sauvage et boisée. Cependant, les contaminants s'accumulent dans les rivières et l'eau potable en aval de Headwaters en raison de la conversion par les agriculteurs de dizaines de milliers d'hectares de prairies boisées et de champs jachères en terres cultivées, en réponse à la demande alimentaire mondiale croissante. Mais, en fin de compte, c'est un prix coûteux à payer pour notre nourriture. Les agriculteurs situés le long de la rivière Strait ont récemment installé des arroseurs sur des terres auparavant en jachère afin de produire des cultures en ligne exigeantes en azote dans des sols sablonneux. Les acres irrigués près de la rivière ont augmenté de 81% au cours des 24 années se terminant en 2016. En conséquence, les concentrations de nitrate dans la rivière sont en hausse. Elles sont au moins 100 fois plus élevées que dans les rivières environnantes, selon les mesures. Plus au sud, le ruissellement agricole a inondé la rivière Minnesota. Le sud du Minnesota est densément boisé, avec des exploitations de maïs et de soja. Les lacs et les rivières du sud du Minnesota sont souvent trop contaminés pour y pêcher ou s'y baigner, et la rivière est devenue le plus grand fournisseur de nitrate du Mississippi. En Iowa, l'État agricole le plus productif le long du fleuve, qui représente 70% de la superficie de l'État, encore plus de terres sont cultivées de manière extensive. Une grande partie de l'agriculture y est gérée au moyen du drainage par tuyau, un réseau de canalisation souterraine qui achemine l'eau loin des champs. Ce système aide non seulement les agriculteurs à gérer l'humidité, mais il accélère également le transfert des nutriments excédentaires du sol vers les cours d'eau. Les agriculteurs, les chercheurs et les responsables gouvernementaux ont redoublé d'efforts pour réduire l'impact du ruissellement sur les rivières de l'Iowa, alors que les niveaux de nitrate du Mississippi continuent d'augmenter. Les anomalies congénitales, les problèmes de thyroïde et le cancer ont tous été liés au nitrate. Selon les régulateurs fédéraux, l'eau peut être dangereuse à boire si les niveaux de nitrate dépassent 10 parties par million. Les responsables de Hiawatha ont passé des années à assainir l'eau, en avertissant les femmes enceintes et les nourrissons de ne pas boire lorsque les niveaux de nitrate augmentaient. En fait, Hiawatha a commencé à construire une usine de traitement de 4,5 millions de dollars en 2017 pour éliminer les nitrates de l'eau. Et devinez d'où vient l'argent? Les responsables de la ville ont augmenté le prix de l'eau pour les résidents. Le fleuve traverse l'Arkansas et le Mississippi avant d'atteindre le golfe du Mexique, alimentant la soif croissante de poulets dans le monde. Selon des études, l'Arkansas est le deuxième plus grand producteur de volailles, ce qui fait que davantage de nitrates et d'autres toxines provenant des élevages de poulets et des abattoirs se retrouvent dans les cours d'eau tels que la rivière Arkansas, qui se jette dans le Mississippi. Tous ces nutriments du sol ont également une influence sur le fleuve Mississippi, provoquant la prolifération d'algues qui appauvrissent l'oxygène de l'eau et détruisent la vie aquatique. Les fortes pluies qui se sont abattues sur le bassin versant du Mississippi au printemps ont entraîné des débits fluviaux records qui ont fait grimper les pourcentages de nitrate et de phosphore. En conséquence, les chercheurs prévoient que la zone morte s'étendra sur une superficie d'environ 7829 miles carrés, soit une taille comparable à celle de l'État du Massachusetts et sera assez proche des records établis il y a quelques années. Le fleuve Mississippi est également affecté par le changement climatique. Les températures atmosphériques plus élevées ont la capacité d'évaporer plus d'eau, ce qui entraîne une sécheresse, ainsi que de retenir plus d'eau, ce qui entraîne de fortes pluies. Il y a 1000 ans, les températures plus élevées en Amérique du Nord ont modifié le régime des précipitations, provoquant de grandes sécheresses ponctuées d'inondations extrêmes, des conditions similaires à celles que l'on observe actuellement sur le Mississippi inférieur. Les variations annuelles dans la vallée du Mississippi, de très sec à très pluvieux, ont été de plus en plus fréquentes au cours des 100 dernières années. Il est intéressant de noter que lorsqu'il s'assèche, le fleuve Mississippi révèle un certain nombre de choses jusque-là cachées. Wiley Prewitt, par exemple, a observé quelque chose de noir sortant du sable alors qu'il explorait un banc de sable nouvellement exposé dans le fleuve Mississippi frappé par la sécheresse. Après une étude plus approfondie, Prewitt a découvert qu'il s'agissait d'une dent, et d'une dent énorme. Il a supposé qu'elle appartenait à un carnivore mais a choisi de l'apporter au Mississippi Fossil and Artifact Symposium and Exhibition pour obtenir la confirmation de spécialistes. Les paléontologistes pensent que la dent, qui est liée à un fragment de mâchoire pétrifié, appartenait autrefois à Panthera atrox, un énorme lion américain éteint depuis près de 11 000 ans. Au cours du Pléistocène, d'énormes félins ont parcouru l'Amérique du Nord, apparaissant il y a au moins 340 000 ans. Il est extrêmement difficile de trouver des preuves fossilisées de leur présence dans l'est des États-Unis. La dent de Prewitt n'est que la 4e découverte dans le Mississippi. D'après le National Park Service, les lions d'Amérique étaient environ 25% plus grands que les lions d'Afrique d'aujourd'hui, mesurant 1,80 m à l'épaule et mesurant entre 1,50 m et 2 m.
Certains des plus grands lions américains pesaient plus de 1000 livres, tandis que d'autres pesaient entre 500 et 800 livres. En outre, les niveaux d'eau sont devenus constamment trop bas pour que les barges puissent les traverser. Le fleuve Mississippi est une voie navigable essentielle pour le transport des céréales des États agricoles vers les marchés nationaux et internationaux. Les barges constituent le choix le plus rentable et le plus écologique pour le transport commercial. Une seule barge à trémie peut transporter l'équivalent de 16 wagons ou de 70 camions de marchandises sèches. Le bassin du Mississippi achemine environ 92% de toutes les exportations agricoles américaines, notamment le soja, le maïs et le blé. Les faibles niveaux d'eau réduisent le nombre de rivières navigables et suffisamment profondes pour les barges. En octobre dernier, en raison de la fermeture du fleuve, près de 2000 navires ont été bloqués à divers endroits le long du Mississippi. Les expéditions vers le nord et vers le sud ont été entravées par les faibles niveaux d'eau. Pendant la saison des récoltes, lorsque le transport par barge est très demandé, les coûts d'expédition augmentent. Les tarifs des barges peuvent varier considérablement en fonction de l'offre et de la demande du marché, de la taille de la toison de la barge et d'autres considérations. Le coût hebdomadaire de l'expédition de céréales par barge a augmenté de façon spectaculaire en raison des faibles niveaux d'eau sur le Mississippi. Les frais moyens d'expédition par barge sont passés d'environ 12 $ par tonne à l'été de 2022 à plus de 71 $ par tonne en octobre 2022. En réalité, les transporteurs ont été contraints de réduire considérablement la quantité de marchandises pouvant être attachées à un seul bateau de remorquage, n'autorisant que 25 barges au maximum au lieu de 40 habituelles. Malgré cela, les barges continuent de s'échouer. Les niveaux d'eau sont suffisamment bas sur le fleuve Ohio pour que les bateaux restent coincés près de la jonction du fleuve avec le Mississippi. Les conditions sont encore pires dans le sud-ouest des États-Unis, où une sécheresse de 22 ans a réduit les réservoirs du fleuve Colorado, mettant en rude épreuve l'approvisionnement en eau des fermes, des villes et de l'énergie hydroélectrique du barrage Hoover. De l'autre côté de l'Atlantique, en Allemagne, des températures plus élevées et des sécheresses plus longues ont fait rétrécir le Rhin, rendant la navigation pénible sur une voie navigable où transitent jusqu'à 80% des cargaisons du pays. Ces fleuves, moteurs de l'économie, sont asséchés non seulement par le changement climatique, mais aussi par la croissance rapide des villes et des exploitations agricoles, qui nécessitent davantage d'eau. L'agriculture est le plus grand consommateur d'eau douce, et la demande alimentaire mondiale ne cesse d'augmenter. Il y a plus de nouvelles rivières à exploiter et nous devons apprendre à faire plus avec moins. Seule une réflexion radicale permettra de garantir la survie de nos rivières. La bonne nouvelle est que nous sommes déjà en train de réimaginer ce que les rivières peuvent et ne peuvent pas faire.